Aristote, le traité de l'âme, livre 2, l'âme, les sens et les sensations. Chapitre 8, le sens de l'ouïe et son objet. Maintenant, pour commencer, établissons des distinctions au sujet du son et de l'ouïe. Le son se dit en un double sens. Il y a le son en acte et le son en puissance. Pour certaines choses, en effet, nous disons qu'elles n'ont pas de son. Par exemple, l'éponge, la laine. Pour d'autres, qu'elles possèdent le son. C'est le cas de l'airain et en général de tous les corps durs et lisses, parce qu'ils ont la puissance d'émettre des sons, c'est-à-dire de rendre dans le milieu qui est intermédiaire entre l'objet sonore et l'organe de l'ouïe, un son en acte. La production du son en acte est toujours celle de quelque chose par rapport à quelque chose et dans quelque chose, car c'est un choc qui est la cause productrice du son. C'est pourquoi aussi il est impossible que d'un unique objet provienne un son, car la distinction entre le corps frappant et le corps frappé a pour conséquence que ce qui résonne ne résonne que lorsqu'il est en rapport avec quelque chose. De plus, le choc n'a pas lieu sans un mouvement de translation. Mais comme nous l'avons dit, ce n'est pas le choc de deux corps pris au hasard qui constitue le son. La laine, en effet, ne rend aucun son si on la frappe, au contraire de ce qui se passe pour l'airain et pour tous les corps lisses et creux. L'airain, c'est parce qu'il est lisse, tandis que les corps creux produisent par répercussion une série de chocs à la suite du premier, l'air qui a été mis en mouvement étant dans l'impossibilité de s'échapper. De plus, le son est entendu dans l'air et aussi dans l'eau, quoique moins distinctement. Toutefois, la condition déterminante du son n'est ni l'air ni l'eau. Ce qu'il faut, c'est que se produise un choc de solides l'un contre l'autre et contre l'air. Cette dernière condition est remplie quand l'air, une fois frappé, résiste et ne se disperse pas. De là vient qu'il doit être frappé rapidement et fortement pour résonner. Le mouvement du corps frappant, en effet, doit prévenir la dispersion de l'air, comme si l'on frappait un tas ou une rangée de grains de sable se mouvant avec rapidité. L'écho se produit quand l'air, maintenu en une seule masse par une cavité qui le limite et l'empêche de se disperser, renvoie l'air comme une balle. Il semble que l'écho se produit toujours, mais qu'il n'est pas toujours distinct, car il se passe pour le son ce qui se passe pour la lumière. En effet, la lumière est toujours réfléchie, sinon la lumière ne se diffuserait pas partout, mais l'obscurité régnerait en dehors des lieux éclairés par le soleil. Mais elle n'est pas toujours réfléchie d'une façon aussi parfaite que par l'eau, l'airain ou tout autre corps poli, de manière à produire dans tous les cas une ombre, caractère par lequel nous définissons communément la lumière. On dit avec raison que le vide est la cause déterminante de l'audition, car dans l'opinion commune, le vide c'est l'air, lequel est bien la cause efficiente de l'audition quand il est mu comme une masse continue, et une. Mais en raison de sa friabilité, il ne rend aucun son, à moins que le corps frappé ne soit lisse. L'air devient alors un, grâce en même temps à la nature de la surface, car la surface du poli est une. Est donc sonore le corps capable de mettre en mouvement une masse d'air, laquelle est une par continuité jusqu'à l'organe de l'ouïe. Il existe une masse d'air qui est dans une union naturelle avec l'organe de l'ouïe. Et par le fait que cet organe se trouve dans l'air, si l'air est extérieur, est mis en mouvement, l'air intérieur de l'oreille est mu lui aussi. De là vient que l'animal n'entend pas en tous les points de son corps, et que l'air non plus ne le pénètre pas partout. Car ce n'est même pas en tous ces points que la partie du corps elle-même qui doit se mouvoir et émettre un son renferme de l'air. Ainsi donc, en lui-même, l'air est silencieux, parce qu'il s'émiette facilement. Mais quand il est empêché de s'émietter, son mouvement est un son. Quant à l'air qui réside dans les oreilles, il y a été emprisonné pour y être immobile, de façon à percevoir avec exactitude toutes les différences du mouvement. C'est pour cela aussi que nous entendons même dans l'eau, parce que non seulement elle ne pénètre pas dans l'air, qui est en union naturelle avec l'oreille, mais elle ne peut même pas entrer dans l'oreille à cause des spirales. Et quand cela vient à se produire, on n'entend pas plus d'ailleurs que dans le cas où la membrane auditive est endommagée, comme cela se passe pour la vue quand l'enveloppe de la pupille est malade. Mais nous avons un signe pour reconnaître si l'on l'entend ou non. C'est que l'oreille saine résonne perpétuellement comme une corne,
car l'air emprisonné dans les oreilles se meut perpétuellement d'un mouvement propre. Pourtant, le son reste quelque chose d'étranger et n'est pas propre à l'oreille même. Et c'est pour cela qu'on dit communément que nous entendons par le moyen du vide et de ce qui résonne. C'est que nous entendons en effet par l'organe qui contient de l'air, et un air délimité. Est-ce le corps frappé ou le corps frappant qui émet le son? N'est-ce pas plutôt l'un et l'autre, quoique d'une manière différente? En effet, le son est un mouvement de ce qui peut être mu de la même façon que ces balles qui rebondissent des surfaces polies quand on les lance avec force. Ainsi, comme nous l'avons indiqué, ce n'est pas que tout corps émette un son quand il est frappé ou frappant. Il n'y aura pas de son, par exemple, si une aiguille frappe une aiguille. Ce qu'il faut, c'est que le corps frappé soit plan, de telle sorte que l'air rebondisse et vibre en une seule masse. Les différences des corps sonores se manifestent dans le son en acte. De même, en effet, que sans le secours de la lumière, on ne voit pas les couleurs. De même, sans le secours du son, on ne saisit pas l'aigu et le grave, termes qui dérivent par métaphore des objets tangibles. Car l'aigu meut le sens en peu de temps et plus durablement, et le grave lentement et plus passagèrement. Il n'en faut cependant pas conclure que l'aigu est le rapide et le grave le lent, mais c'est seulement tantôt grâce à la rapidité, tantôt grâce à la lenteur qui se réalise un mouvement de cette sorte. Et il semble y avoir une certaine analogie avec ce qu'est pour le toucher l'aigu et l'obtus. Car l'aigu fait en quelque sorte une piqûre et l'obtus une poussée, par le fait que l'un meut un peu de temps et l'autre lentement, en peu de temps et l'autre lentement, de sorte que c'est seulement par voie de conséquence que l'un est rapide et l'autre lent. En ce qui concerne le son, restons-en là. La voix, elle, est un certain son de l'être animé. Aucun des êtres inanimés, en effet, ne possède la voix. C'est seulement par analogie que certains sont dits avoir une voix. Tel est le cas de la flûte, de la lyre et de tous les autres êtres inanimés qui ont registre, son musical et langage. Ils semblent en effet doués de voix parce que la voix possède aussi ses caractères. Mais en outre, un grand nombre d'animaux n'ont pas de voix. Par exemple, ceux qui n'ont pas de sang, ni même parmi ceux qui ont du sang, les poissons. Et cela est rationnel, s'il est vrai que le son est un certain mouvement de l'air. Quant aux poissons qui, dit-on, possèdent la voix comme ceux de l'Achelous, en réalité ils émettent seulement des sons par leurs branchies ou par quelque autre organe de ce genre. Or la voix est le son rendu par un animal, mais non pas au moyen de n'importe quelle partie de son corps. Mais puisque toute chose sonore émet des sons par le choc de quelque chose contre quelque chose et en quelque chose, qui est l'air, il est rationnel que seuls possèdent la voix les êtres qui reçoivent l'air en eux. En effet, la nature se sert de l'air respiré en vue de deux fins, comme elle se sert de la langue à la fois en vue du goût et en vue du langage articulé. De ces deux dernières fonctions, le goût est nécessaire à la vie. C'est pourquoi d'ailleurs il appartient à un plus grand nombre d'animaux. Alors que l'expression de la pensée n'est qu'en vue du bien-être. Il en est de même dans le cas du souffle, dont la nature se sert d'une part comme d'une condition nécessaire à la vie, la cause en sera indiquée ailleurs, pour régulariser la chaleur intérieure et d'autre part pour produire la voix et réaliser ainsi le bien-être. L'organe de la respiration est le larynx, et cette partie du corps n'existe elle-même qu'en vue du poumon, car c'est dans ce dernier organe que les animaux pédestres entretiennent une plus grande quantité de chaleur que les autres. La région qui environne le cœur est aussi la première à avoir besoin de la respiration. C'est pourquoi il est nécessaire que l'air pénètre à l'intérieur de l'être qui respire. La voix est ainsi le choc de l'air respiré contre ce qu'on appelle la trachéartère. Et ce choc est produit par l'âme qui réside dans ces parties du corps. En effet, ainsi que nous l'avons dit, tout son émis par l'animal n'est pas voix, car on peut encore faire du bruit avec la langue ou même en toussant. Ce qu'il faut, c'est que le corps qui frappe soit animé et que quelques représentations accompagnent son action. Car la voix est assurément un son pourvu de signification. Elle n'est pas uniquement le bruit de l'air respiré comme la toux. En fait, elle est un choc produit au moyen de cet air, de l'air contenu dans la trachéartère,
contre la trachée elle-même. Et la preuve, c'est que nous ne pouvons parler ni pendant l'inspiration ni pendant l'expiration, mais seulement quand nous retenons notre respiration, car les mouvements se font avec l'air ainsi retenu. On voit clairement aussi pourquoi les poissons sont aphones. C'est qu'ils ne possèdent pas de larynx. Ils ne possèdent pas cette partie du corps parce qu'ils ne reçoivent pas l'air en eux, ni ne respirent. Quant à savoir pour quelle raison, c'est une autre question.